Le logement socio-communautaire se tend une place de plus en plus importante un peu partout sur la planète. Et pour plusieurs architectes, il s'agit d'un véritable laboratoire d'expérimentation pour étudier, voire améliorer la cohabitation en milieu urbain. Un parfait exemple à Montréal est celui de la station numéro 1 dans Hochelaga-Maisonneuve, une réalisation de l'architecte Guy Favreau et de l'organisme Bâtir son quartier. Une coopérative d'habitation qui réussit à allier habilement préservation du patrimoine et mixité sociale. Son nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, Guy Favreau a marqué Montréal avec ses 35 ans d'expérience derrière la cravate et les tables à dessin. On lui doit notamment le premier bâtiment industriel écologique au Canada, le Loco-Shop Angus dans Rosemont-la-Petite-Patrie, le phare culturel de Montréal, le 222 coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine, et la coordination des travaux de la Maison symphonique. Guy Favreau a également développé une passion inattendue avec le temps, le logement socio-communautaire. Et dire que l'architecture n'était pas son premier plan de match. Ça a été particulier. À la fin de mes études collégiales, j'avais été recruté par une agence qui fabriquait, qui lançait les satellites. C'était le Google de l'époque. Okay. Et on m'avait recruté parce que, les sciences, les maths, tout ça, ça m'allait. Ça me réussissait assez bien. Et là, qu'est-ce qui ne vous plaisait pas, justement, dans ce monde scientifique? C'est toute l'interface humaine. C'est très, très sec, c'était un travail de laboratoire. C'est un travail très peu valorisant sur ce plan-là, sur le plan humain. C'est une espèce d'insatisfaction, là. Et là, comment l'architecture est arrivée dans le portrait? Bien, dans cette année et demie, 2 ans de travail, il y avait à l'époque, les années 70, début 70, McGill qui faisait des conférences tous les mois et qui invitait des grands architectes, des architectes à travers le monde. C'est des conférences le soir et c'est ouvert au public. C'est très populaire à l'époque. C'est à ce moment-là, assez rapidement, j'ai dit, ça c'est un domaine qui est plus près de mes valeurs, plus près de mes intérêts. Ça rallie un peu tout ce côté plus humain, plus humaniste d'une carrière, tout en ralliant la science, l'art, le génie, et le travail de terrain, c'est faire quelque chose de concret. Là. Et à cette époque-là, toute la notion de l'intégration ou de l'étude sociologique à l'architecture était assez importante, et beaucoup plus importante qu'elle est aujourd'hui, d'ailleurs. Et c'est surtout d'autant plus vrai dans le milieu socio-communautaire où l'humain est au centre des projets. Là. Oui, c'est au centre du projet, mais c'est souvent au centre des réflexions que tu ne retrouves pas nécessairement ou pas au même niveau dans d'autres milieux. Mais aussi, c'est souvent un lieu où on expérimente, on adopte, on intègre ces notions-là plus facilement que dans le milieu du marché, par exemple. Donc, les forces du marché ne sont pas pareilles. Et souvent, les projets socio-communautaires dépendent de subventions, ont des budgets extrêmement serrés. Est-ce que ça force la créativité, justement, et ça force à trouver des solutions novatrices pour cadrer dans les budgets? La nécessité, la mère de l'invention. Hein? Donc, nos limites budgétaires pour ces projets-là sont assez sévères. Là. Oui, ça force à trouver l'astuce, la simplification, mais à la fois l'essentiel. Aller à l'essentiel des choses. C'est une simplicité qui cherche quand même à se baser sur une réflexion et sur des idées fortes. Par exemple, du développement durable, qui est particulièrement bien adapté là, à la logique puis à la philosophie du logement social, hein, du collectif social. Et comment est-ce que cette philosophie-là s'est imbriquée dans la Station 1? Comment avez-vous approché ce projet-là? Alors, dans ce sens-là, le logement social permettait à la fois d'avoir une réflexion sur le partenariat, sur un développement privé, mais aussi d'intégrer ces valeurs-là, donc de revalorisation du patrimoine, qui s'intègrent très bien dans la logique de la revalorisation urbaine.
mais dans toutes ses formes, incluant le bâti, et particulièrement le bâti industriel. Louis-Antoine, quel était le contexte à l'époque de la construction de la Station 1, donc au début à peu près du 20e siècle? Bien, on était dans les 20 premières années de la ville de Maisonneuve. Donc, à ce moment-là, les besoins en termes d'énergie et de transport étaient encore très importants. On était encore dans la première phase de développement de Maisonneuve, qui était, dans le fond, une phase d'industrialisation quand même assez intense. À ce moment-là, avant la construction, il y avait déjà un poste de distribution d'électricité au charbon sur Notre-Dame qui permettait d'électrifier une partie des usines, mais c'était pas suffisant. Donc, pour pallier à ce manque-là, la Shawinigan Water and Power va construire la station numéro 1 à la demande de la ville de Maisonneuve, un petit peu au nord d'Ontario, pour fournir les usines au nord d'Ontario en électricité. C'est toute la production industrielle du quartier qui était accrue grâce à l'apport de l'hydroélectricité. Donc, ça a vraiment eu un impact majeur sur le développement des industries dans Maisonneuve à partir de 1903-1904. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile à croire, mais à une certaine époque, à Hochelaga-Maisonneuve, il y avait une bourgeoisie francophone, des riches un peu partout, ce qui a mené à des pièces d'architecture assez impressionnantes. Absolument. Bien, c'est ça. Il y avait une volonté, en créant Maisonneuve, de créer, dans le fond, une ville industrielle et bourgeoise, francophone et catholique. Donc, après avoir industrialisé le quartier, il y a la jeune bourgeoisie du quartier qui va s'installer tout le long du boulevard Pineuf. Et tout autour, ce sont les quartiers ouvriers qui vont s'installer. Donc, c'est un fait assez unique à Montréal, où, au lieu d'avoir les industriels qui vivent à l'extérieur de la ville, ils vont s'installer en plein milieu de la ville. Ils vont côtoyer les ouvriers. Donc, ils vont aller dans les mêmes marchés, ils vont côtoyer les mêmes commerces. Donc, il y avait une mixité sociale à l'époque. Vraiment, oui, c'est ça. Puis c'était vraiment volontaire. C'était vraiment de créer cette espèce de nouvelle bourgeoisie francophone, puis de la faire vivre avec la classe ouvrière. Donc, à partir des années 1908-1909, on va créer une politique d'aménagement dans Maisonneuve, où on va mettre en application ce qu'on appelle le City Beautiful, qui est une école d'urbanisme très fort en Amérique du Nord à l'époque, dont la logique est de créer des villes industrielles où il fait bon vivre, dans le fond. Donc, plutôt que d'avoir des rues étroites, des petits logements serrés où les ouvriers s'entassent, ici, on va créer des rues larges, des places publiques comme le marché Maisonneuve, par exemple, le boulevard Morgan, qui est un boulevard très prestigieux à l'époque. On va créer des édifices prestigieux aussi comme le Bain Morgan et le Château du Frêne, vraiment pour donner des édifices et des places publiques de prestige et donner le droit aux ouvriers d'avoir une belle ville, dans le fond. Donc, on appelait ça le City Beautiful ou en français la Cité-Jardin. Et cette application-là du City Beautiful à Maisonneuve, c'est une des mises en application les plus concrétisées au Canada. Là, le quartier a connu un déclin dans les années 50, 60. Pourquoi exactement? Dès les années 40, je te dirais, après la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie de la chaussure va décliner tranquillement. Puis ensuite, là, on va voir le déclin du textile, l'acier, les matières premières. Tout ça va décliner quand même jusque dans les années 70. Et c'est beaucoup dû à l'augmentation des coûts de production qui sont pas sans lien avec l'augmentation des conditions de travail des ouvriers. Avec les syndicats. Oui, c'est ça. Pas que c'est une mauvaise chose, mais ça va engendrer des augmentations de coûts. Et dans la logique industrielle, bien, augmentation de coûts égale perte de productivité, perte de compétitivité. Et il y a un paquet d'ententes internationales qui vont être signées entre le Canada, les États-Unis et les pays d'Amérique du Sud qui vont permettre aux industries graduellement de déménager vers l'Amérique du Sud où les productions de coûts, les salaires des ouvriers sont beaucoup plus bas. Ça rend les entreprises et la production plus avantageuses, disons, dans un langage... Et ça a donc été un coup très dur pour Hochelaga-Maisonneuve. Oui, parce que c'est ici qu'il y avait la plus grande concentration d'usines. Donc, c'est pas... Évidemment, ça a touché toutes les villes industrielles d'Amérique du Nord, mais à Montréal, c'est dans l'Est qu'on va en ressentir les plus gros effets parce que c'est ici qu'il y a la plus grande concentration d'ouvriers. Donc, on va voir des milliers d'ouvriers être congédiés presque à chaque année entre les années 50 et 70. Donc, c'est autant de milliers de familles qui vont se retrouver avec des moyens très, très restreints. Edith, vous êtes l'instigatrice de ce projet de la station numéro 1. Vous l'avez fait avec votre organisme Bâtir son quartier. Quel est le mandat exactement de Bâtir son quartier? C'est une entreprise d'économie sociale. On travaille à développer de l'immobilier communautaire. On répond à des besoins des gens qui sont à plus faible ou moyen revenu, des besoins en logement, autant au niveau des familles, des personnes seules, des personnes âgées ou des gens qui ont des besoins plus particuliers. On le fait
par une formule qui permet la prise en charge puis le contrôle de ceux qui vont habiter, des usagers, donc sous la forme de coopératives d'habitation ou d'organismes sans but lucratif. Quand vous dites l'instigatrice, c'est pas tout à fait des valeurs qu'on travaille à bâtir son quartier. C'est une valeur communautaire, c'est un travail d'équipe. Donc le résultat des projets de bâtir son quartier, c'est le résultat d'une mobilisation collective, c'est de la participation d'une communauté et de l'équipe. Vous avez été fondé en 1994, donc ça fait quoi, une vingtaine d'années que vous êtes en action. Vous avez réalisé combien d'unités de logement jusqu'à maintenant? Depuis notre, je dirais, l'existence, parce que 94, c'est une fusion. Depuis notre existence première, qui était à peu près dans les années 76, on a réalisé, on est dans notre année du 10 millième logement. Il y a vraiment toutes sortes de clientèles qui se côtoient au quotidien dans une coopérative. Comment ça fonctionne tout d'abord, la coopérative? Donc, une coopérative, c'est chacun des membres a un droit de vote, de décision, et ensemble, ils gèrent leur bâtiment, leur organisation. Donc, tu as un comité de bon voisinage, tu as un comité de finances, tu as un comité d'entretien, tu as un conseil d'administration qui gère ça. Chacun y met un peu de temps, mais en fin du compte, tu mets du temps pour toi, parce que c'est ton milieu de vie. Et ce qui est intéressant aussi avec le modèle coopératif, c'est qu'il y a différentes façons de financer les logements. Donc, les locataires ne paient pas nécessairement tous le même montant. Non, effectivement, vous avez raison. L'habitation communautaire, ce que ça permet, c'est des ménages qui sont à moyen revenu de payer un loyer qui est un petit peu en bas du marché, mais ça permet aussi à 50 des locataires de la coopérative de payer en fonction de leurs revenus. Donc, on a deux types de loyers, mais pour le rendre plus accessible aux petits travailleurs et aux gens qui vivent avec un petit peu moins qu'un revenu de travail. Donc, une mixité. Quand vous dites le montage financier, bien, dans les projets d'habitation communautaire, le montage vient, les subventions, une partie vient du gouvernement du Québec, une partie de la Ville de Montréal, mais une autre partie, ce sont les locataires qui paient leur loyer. Donc, c'est financé par 3 niveaux dans l'habitation. Et là, comment est-ce que le projet de la station numéro 1 est arrivé sur votre bureau? Il y a des promoteurs qui nous téléphonent, qui nous contactent, qui nous disent, est-ce qu'on pourrait faire un projet avec vous? Dans le cas de station numéro 1, le promoteur qui développait un projet de condo s'est fait dire, écoute, pour le bâtiment, nous, il y a un caractère patrimonial. On veut absolument que ce bâtiment-là soit conservé puis que son caractère patrimonial soit mis en valeur. Et c'est un projet quand même assez complexe, préservation du patrimoine, mixité sociale, accessibilité universelle. Vous avez décidé de faire appel à Guy Favreau et sa firme Edifica. Pourquoi? Bien, nous, on connaissait cette firme-là. On savait qu'il avait déjà fait des bâtiments qu'on trouvait tout à fait intéressants. On pensait que c'était une équipe capable de relever le défi. On avait un souci, on voulait répondre aux besoins, faire un projet que les gens pour qui on travaille aient un milieu de vie, une habitation intéressante. Mais ce bâtiment-là, comme il y avait vraiment une présence, une architecture particulière, bien, on a demandé à cette équipe-là, pourriez-vous travailler pour qu'on puisse conserver, puis c'était une exigence de l'arrondissement de toute façon, le caractère patrimonial. Est-ce qu'on peut garder des aspects qui rappellent le passé de ce bâtiment-là, qui a une belle histoire? Et l'équipe de Guy Favreau a dit, avec plaisir, nous, ça nous tente de relever le défi. Mais c'est un travail de pas une personne, pas d'une équipe. C'est vraiment un travail d'une communauté en marche, OK? Puis la communauté dans son sens large, où ce que tout le monde dit, bien, c'est intéressant, puis collectivement, tu veux regarder ce que tu as réalisé, puis en être fier. C'est le cas de ce projet-là. Merci beaucoup, Mme Cyr. Merci beaucoup, au plaisir. Alors, M. Favreau, on se trouve dans le cœur de la station 1. Présentement, c'est magnifique, mais disons que c'était assez loin d'être le cas quand vous êtes arrivé ici. Au début, c'était enfoui sur des constructions subséquentes depuis 1905, d'agrandissement, d'ajustement, d'empilage de boîtes. On voyait très, très peu la structure. On la devinait, par contre. On sentait qu'il y avait quelque chose, un beau potentiel en arrière de ça. Avec toutes les structures qui se sont construites à travers le temps pour agrandir justement le bâtiment initial, j'imagine qu'il y a eu un grand travail d'inspection de la structure et de toute la forme, finalement, du bâtiment. Oui, ça s'est passé en 2 étapes. Il y a une première étape où on a demandé une première démolition, c'est-à-dire toutes les constructions qui étaient post-1905 ont été déconstruites.
À ce moment-là, on est revenu sur site, on a réexaminé le bâtiment, on a redessiné nos plans, raffiné le concept. Et dans un deuxième temps, quand on a commencé la construction, il restait encore beaucoup d'inconnus, notamment tout le sous-sol. D'ailleurs, on a tout redessiné les unités du rez-de-jardin parce que les fondations n'avaient pas les dimensions qui étaient prescrites aux plans initiaux. Ils étaient beaucoup plus épaisses, beaucoup plus larges. La même chose des façades. Avec l'entrepreneur et l'ingénieur, on a vraiment fait une étude plus poussée sur le potentiel structural, le potentiel de découpe du bâtiment existant. Qu'est-ce qu'on pouvait découper, jusqu'à quel point on pouvait faire de nouvelles ouvertures sans affecter l'intégrité structurelle. Et là, on voit très, très bien les incisions dans les fondations, dans les murs. J'essaie d'imaginer la scie, la coupe du mur, ça ne devait pas être évident quand même. Non, c'est assez impressionnant comme technique. Les difficultés, c'est comment couper un mur de 30 pouces d'épais en maçonnerie. Alors, ça prend une bonne scie tout d'abord? Ben, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Alors, il y a une structure temporaire qu'on a dû construire et la scie passait d'en haut en bas. C'est une scie de 6 pieds de diamètre. Ah oui, donc aussi grande que nous, finalement. Et ça, c'est intéressant parce que ça a permis de mieux récupérer les briques existantes. Alors, plutôt que de démolir en tout cassant, là, on a démoli avec un doigté qui a permis de récupérer tout ça et transférer ces briques-là sur les nouvelles parties du bâtiment. Au total, près de 100 000 briques ont été récupérées, le 3/4 de la toiture originale a été préservé, tout comme quelques structures industrielles permettant de vivre avec les fantômes du passé. Et là, ici, on retrouve une clientèle très, très variée. On a des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, des familles, il y a plus de 70 unités. Comment les avez-vous réparties, finalement, dans la coopérative? Finalement, les familles qui occupent des logements de 3 à 5 chambres à coucher sont en général concentrées sur l'aile sud. Rez-de-chaussée, rez-de-jardin, aile sud. Ils ont tous accès à la cour intérieure ici et l'autre cour qui est du côté du parc. Alors, il y a un double accès. En haut, par-dessus, c'est les plus petites unités, donc les unités, soit des familles plus petites ou les personnes âgées, personnes seules. Alors, une chambre à coucher, 2 chambres à coucher sont plus hautes dans le bâtiment. Et là, pour répondre aux besoins, justement, des personnes âgées au 3e étage ou encore les personnes handicapées, on voit que toutes les mesures ont été prises pour rendre accessible la coopérative. Oui, l'ensemble des unités peuvent être adaptables. C'est-à-dire, on peut les convertir rapidement suivant le besoin. Ils sont dimensionnés pour que le fauteuil coulant puisse avoir accès partout dans l'unité. Marie-Lise, vous êtes depuis le tout début ici. Vous êtes une des membres fondateurs de la station numéro 1. Pourquoi? Comment vous êtes-vous retrouvée ici? Bien, écoute, pour moi, la particularité, évidemment, c'est d'avoir eu à chercher un logement accessible et adaptable, mais surtout accessible. Ça aboutit avec station numéro 1. Et c'est là que j'ai appris que dans la coopérative, il était pour avoir des logements accessibles et adaptables. Et là, moi, j'ai vraiment allumé. C'est sûr, parce que là, ça venait exactement chercher tout le parcours, tous les problèmes que j'ai dû vivre dans les 7 années précédentes, là, cette étape-là. Parce que c'est pas évident à trouver aujourd'hui, en 2014, un logement bien adapté. Non. Puis d'avoir aussi un contexte qui va avec. Moi, je voulais pas un contexte dans lequel je serais isolée. Je voulais pas non plus avoir un logement dans lequel on disait, bien, prends ça, ben donc, passe-toi-en, genre dans un HLM. Mais finalement, j'avais toujours la coopérative en tête, puis c'est ça qui est arrivé. Et c'est quoi un logement bien adapté? Un logement bien adapté, c'est un logement qui est adapté aux besoins de la personne. Ça, il faut bien comprendre. C'est d'avoir un logement dans lequel il y a quand même préalablement de l'espace. Ça, c'est important pour pouvoir bouger si on est en fauteuil. D'avoir, effectivement, par exemple, parce qu'on dit accessible, ça, c'est universel, des portes avec des poignées en bec de canne, des nids de portes, par exemple, en bas qui sont accessibles avec des pentes. Si on a un balcon comme moi, bien, d'avoir des portes françaises, pas des portes coulissantes, parce que là, tu as une marche haute de main, ce qui n'est pas réaliste. Donc, ça a été ça qu'il a fallu mettre dans le projet architectural. Vous êtes heureuse ici? Oui, très heureuse. Oui, très, très heureuse. Oui. Je ne donnerais pas ma place à un autre. Et
Et cette mixité sociale-là aussi, dans une coopérative, c'est extrêmement important. On veut créer un sentiment de communauté, d'appartenance, finalement, à la coopérative. Comment est-ce que votre concept, justement, renforce ce sentiment de communauté-là? Bien, je pense que c'est une démarche qui commence dès les débuts de la conception, où on commence à en parler. On développe, par exemple, toutes les politiques de vie associative. Avec eux, avec les occupants, on prend leurs besoins. Il y a déjà une démarche de prise en charge, de se prendre en charge dans son futur logement. Et ça c'est intéressant dans ce projet-là, parce que ça a beaucoup inspiré, par exemple, la création de la Cour centrale. Donc, il y a un contact visuel constamment avec le voisinage. Oui, il y a vraiment une ambiance de collectivité. On verra comment ça va évoluer, mais on espère que ça va aller dans ce sens-là. Je pense que c'est bien parti. C'est un superbe projet. Merci beaucoup, M. Favreau. Merci. Madame Cécile, on le sait, les besoins sont énormes en termes de logements socio-communautaires à Montréal, à travers le Québec. Quels sont les besoins statistiquement parlant? Bon, alors, à Montréal, il y a présentement 100 000 ménages qui payent plus que 50 de leurs revenus pour se loger. En fait, il y a 47 000 ménages qui payent 80 de leurs revenus pour se loger. Alors, c'est des gens, généralement, qui sont sur l'aide sociale, qui vont recevoir 800-900 $, ils payent 600 $ pour se loger. C'est assez parlant, assez probant. Il y a aussi, selon Statistique Canada, environ 50 000 logements à Montréal qui sont en mauvais état, qui ont besoin de rénovation importante là, pour être dans des conditions de logement adéquates. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, les subventions gouvernementales. Comment fonctionne justement le financement du logement socio-communautaire? Alors, présentement, quand on fait des logements, des projets de logement social et communautaire, on travaille avec un programme du gouvernement du Québec qui s'appelle Accès Logis. C'est un programme qui vise à regrouper, disons, les ressources du gouvernement du Québec, des municipalités, des groupes communautaires et du privé pour faciliter justement la réalisation de projets de logement social. Donc, la Ville ne bâtit pas des projets socio-communautaires. La Ville gère des subventions et va gérer certains programmes. Ouais, la Ville, je dirais, a 3 rôles principaux à l'intérieur, dans le développement du logement social et communautaire. Le premier rôle, c'est de participer financièrement au programme. Son deuxième rôle, c'est nous sommes ville mandataire pour le gouvernement du Québec. Donc, le programme Accès Logis, ce n'est pas Québec qui le gère, nous le gérons pour le gouvernement du Québec. Ça a l'avantage de nous permettre de choisir les projets que nous voulons faire. Donc, ça permet à Montréal de mieux contrôler son développement. Et vous pouvez contrôler aussi les terrains, la mixité sociale de certains quartiers. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'on a un troisième rôle qui est celui de faciliter la réalisation du logement social. On le fait de diverses façons, notamment via la stratégie d'inclusion de logement abordable. On vend aussi des terrains municipaux du logement social. Tous les projets ne sont pas faits sur des terrains municipaux, mais on en vend quand c'est approprié là, de le faire. On parle de financement public. Quel est le rôle du privé à travers tout ça? Parce que c'est bien beau de reposer sur des subventions gouvernementales, mais est-ce que le privé a un rôle à jouer dans le logement socio-communautaire? Tous les projets de logement social et communautaire sont construits par un entrepreneur privé qui est choisi par un appel d'offres public. Parfois, lorsque le promoteur, cet entrepreneur-là, ce promoteur-là a un terrain, on peut réaliser nos projets en clé en main. Le promoteur est invité à inclure 15 de logement social et 15 de logement abordable privé. Est-ce qu'on devrait la rendre obligatoire au lieu de simplement incitative, cette stratégie d'inclusion? Bon. La Ville veut obtenir les pouvoirs habilitants pour la rendre obligatoire. La rendre obligatoire, la rendre peut-être plus simple d'application qu'elle ne l'est présentement, mais surtout faire qu'elle s'applique à tous les projets dans tous les arrondissements sur l'ensemble de notre territoire. Un règlement, c'est clair, on sait exactement comment ça fonctionne, on peut lire le règlement. Une politique incitative, des fois... on oublie, parce qu'on ne va pas... Bien, c'est ça, on l'oublie. C'est pas un règlement. Donc, ce ne serait pas une mauvaise chose de la rendre obligatoire. Ça serait excellent. C'est ce qu'on souhaite. Et on s'en va dans cette direction-là. Votre souhait pour les prochaines années avec la nouvelle administration? Premièrement, reconduire les programmes tels que le programme Accès Logis
le programme Rénovation Québec qui permet de faire des travaux de rénovation, c'est une condition de base. Il n'y a pas une ville, Montréal, pas plus qu'une autre, qui est capable de prendre à sa charge toute seule les problèmes d'habitation des ménages les plus vulnérables. C'est impossible. Il n'y a pas une ville qui peut le faire toute seule. Alors, il faut que le gouvernement reconduise les programmes. Pour l'administration municipale, bien, je pense qu'on est dans la bonne direction. Il y a vraiment une volonté très forte de poursuivre le développement du logement social. Il y a une volonté très forte de poursuivre les travaux au niveau de la lutte à l'insalubrité. Mon souhait, il faut que les programmes provinciaux soient reconduits. C'est absolument essentiel. Merci beaucoup, Mme Cécile. Ça m'a fait plaisir. Le grand défi auquel notre gouvernement devra faire face ces prochaines années sera évidemment de répondre à la demande croissante pour le logement socio-communautaire, mais on devra surtout dénicher les budgets nécessaires pour entretenir et, dans certains cas, offrir une cure de jeunesse à celles déjà bâties. Ce sera donc une occasion en or à saisir pour nos architectes afin d'être créatifs, mais surtout pour réinventer cet espace de cohabitation urbaine.